Lorsqu'une mère de deux enfants disparaît après une simple course au supermarché, l'inspectrice Claire Nolan soupçonne un enlèvement ciblé. Mais à mesure que l'affaire se dévoile, chaque révélation l'entraîne plus profondément dans une toile de mystère, jusqu'à ce que la vérité finale vienne ébranler tout ce qu'elle croyait savoir sur la justice. L'odeur de bitume mouillé et d'huile moteur flottait dans l'air, tandis que l'inspectrice Claire Nolan passait sous le ruban de la scène de crime. La pluie avait diminué, réduite à une fine bruine qui perlait sur la capuche noire de son manteau. Elle s'arrêta près de l'agent en uniforme qui l'attendait pour un compte-rendu. L'heure demanda-t-elle en jetant un œil à la voiture, une berline Toyota argentée garée maladroitement au fond du parking du supermarché. Le gérant dit que ça a été signalé il y a environ 40 minutes, répondit l'agent. Un employé qui sortait les poubelles l'a trouvé juste avant 10 heures. Claire examina le véhicule. La portière côté conducteur était entr'ouverte. À l'intérieur, deux sacs de courses en papier étaient posés bien droit sur le siège passager, une baguette dépassant du haut. Les clés étaient toujours sur le contact. Aucun signe de lutte, aucune vitre brisée, pas de sang. Non demanda-t-elle. Jenna Marsh, 32 ans, du coin. Son mari a signalé sa disparition peu après 20 heures, quand elle n'est pas rentrée. Le magasin confirme qu'elle a utilisé sa carte à 19h23. Claire s'approcha et jeta un œil à l'intérieur de l'habitacle. Tout était en ordre. Les courses, le sac à main, même un gobelet réutilisable était là, intact. L'eau de pluie avait commencé à s'accumuler sur les sièges en cuir. Des caméras de surveillance? L'agent hésita. Là-bas, dit-il en pointant une coupole rouillée sous l'avant-toit du bâtiment. Mais les images sont floues. Ce truc n'a pas été entretenu depuis des années, on dirait. Claire poussa un léger soupir. Classique. La nuit avait déjà quelque chose de dérangeant. Les techniciens de la police scientifique prenaient des empreintes sur les poignées de porte et prélevaient des traces. L'un d'eux, agenouillé près de la banquette arrière, manipulait quelques mèches de cheveux avec des gants. Claire fit le tour du véhicule, observant la disposition des flaques sous les pneus, l'absence de traces de glissade ou d'empreintes brouillées. La scène avait une qualité figée. Rien n'était déplacé, rien cassé. Tout était immobile, maîtrisé, comme si quelqu'un savait comment ne laisser aucune trace. À l'intérieur du magasin, Claire interrogea le responsable de nuit. « Elle vient souvent ici ?»« Toutes les semaines, à la même heure en général. » Elle souriait, semblait normale. Rien d'anormal ce soir-là. Claire acquiesça. Le récit du gérant correspondait au journal de caisse. Pas de voix élevée, pas de comportement suspect. Personne ne l'avait vu partir. De retour au commissariat, elle consulta le dossier de Jenna Marsh. Mariée, 2 enfants, aucun casier judiciaire, conseillère d'orientation dans l'école primaire locale. Tout semblait propre sur le papier, peut-être trop propre. Le mari, Daniel Marsh, arrive juste avant minuit, escorté par 2 agents. Son visage était blême, les yeux rouges mais vifs. Claire le conduisit dans une salle d'interrogatoire privée. « Je comprends que c'est difficile, dit-elle, mais je dois vous poser quelques questions de routine. » Il hocha la tête rapidement. « Tout ce que vous voulez. » Claire commença par les bases. Quand il l'avait vue pour la dernière fois, leur routine, des disputes récentes. « Rien, insista Daniel. Tout allait bien. Elle a récupéré les enfants chez ma sœur à 17 heures. Elle est partie faire les courses vers 19 heures. Elle a dit qu'elle serait de retour dans une demi-heure. Un comportement inhabituel récemment? Elle semblait anxieuse, distraite. Il hésita, puis secoua la tête. Non, pas vraiment. Si quelque chose n'allait pas, elle m'en aurait parlé. Claire observe attentivement son visage, la crispation de sa mâchoire, l'immobilité de ses mains. Soit il mentait très bien, soit il était réellement sous le choc. Jenna avait-elle des ennemis? Quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal? Non, je ne vois personne. Sa voix se brisa. Il se cacha le visage dans les mains. Claire lui laissa un instant, puis reprit. « Votre famille a un chien, n'est-ce pas ?» Il leva les yeux. « Oui, Murphy, c'est un labrador doré. » Elle acquiesça. Une partie des poils trouvés dans le véhicule était bien canins. Cela collait. Ce qui ne collait pas, en revanche, c'était l'autre mèche. L'équipe médico-légale l'avait appelé peu après 2 heures du matin. Une analyse ADN préliminaire révélait 3 profils. Jenna, un chien correspondant à une race domestique, et un troisième, un homme non identifié. Aucun match dans les bases de données,
Aucun signe évident de contact non plus. Elle retourna dans la rue de Jenna le lendemain après-midi pour interroger les voisins. La plupart n'avaient rien vu, mais une vieille dame d'en face, connue pour son jardin de roses et sa voix portante, apporta quelque chose d'utile. J'ai entendu crier mardi soir, dit-elle. Vers 21 heures, je crois. Un homme. Il criait fort. Elle prononça le prénom Jenna, comme si elle savait qu'elle allait regretter ce souvenir. Je m'en souviens parce que j'ai éteint la télé. Vous avez vu qui c'était? Non, juste entendu. Une voix grave, en colère. Elle n'a pas crié en retour, mais elle était là, dehors. On sentait la tension. Claire nota l'information. Mardi soir, 2 jours avant la disparition. Une piste possible, peut-être rien. Claire entra dans le garage, ses bottes crissant sur les boulons éparpillés. L'endroit sentait l'huile et le caoutchouc brûlés, l'air saturé de gaz d'échappement et de sueur accumulée. L'homme ne leva pas les yeux. Massif et impassible, sa mâchoire se contracta alors qu'il saisissait un nouvel outil. « Dean Colby ?»« Ouais, » dit-il sans la regarder. « Vous êtes la flic qui pose des questions sur Jenna Marsh. » Claire montra son insigne. « J'aimerais parler de la dispute que vous avez eue avec elle cette semaine devant sa maison. » Dean jeta sa clé dans un bac avec fracas. C'était rien de sérieux, une bête histoire de circulation. Expliquez. Je descendais Sycamore. Elle a surgi de son allée, sans clignotant. Elle a failli me rentrer dedans. J'ai klaxonné. Elle m'a fait un doigt. Je me suis arrêté. On s'est engueulé. Vous avez crié. Ouais. Je lui ai dit qu'elle conduisait comme une folle. Elle m'a hurlé que je roulais trop vite. Je lui ai dit qu'un jour, elle finirait par tuer quelqu'un. Puis je suis reparti. Vous l'avez menacée? Dean semblait agacé. Non, j'étais énervé, mais je ne l'ai pas menacée. On a crié. C'est tout. Claire garda une voix posée. Où étiez-vous jeudi soir? Au Brew House, comme tous les jeudis. Soirée fléchette. Demandez à Mick, il confirmera. Il y a des caméras partout. Le gérant me connaît. Claire hocha la tête. Vous accepteriez de fournir un échantillon d'ADN? Dean hésita une seconde. Bien sûr, j'ai rien à cacher. Claire prit sa carte et partit. Le soir même, les vidéos du bar et la déclaration de Mick confirmèrent l'alibi de Dean. Il y était toute la soirée, horodaté par plusieurs caméras. 2 jours plus tard, son ADN fut écarté. Une semaine passa. Puis, par un matin froid et brumeux, l'appel arriva. Un jogger courait dans la réserve de Crescent Hollow, une zone boisée à la sortie de la ville, quand il aperçut quelque chose d'étrange près du lit asséché d'un ruisseau. Une forme trop symétrique pour être naturelle, à moitié couverte de branches cassées et de feuilles mortes. Quand Claire s'arriva, le corps était déjà isolé. Ce qui la frappa d'abord, c'était la mise en scène. Jenna était allongée sur le dos, les bras croisés sur la poitrine, les cheveux soigneusement posés sur l'épaule comme si on l'avait bordée. Pas de sang, aucun signe de lutte. Ses vêtements n'étaient pas déchirés, seulement usés par une semaine dans les éléments. Un technicien de la police scientifique souleva délicatement le revers de la veste de Jenna. Glissées à l'intérieur se trouvaient de minuscules fibres, rêches, irrégulières et de couleur grisâtre. « De la toile de jute ?» demanda Claire. « Ou du vieux coton ?» répondit le technicien. « Elle a peut-être été enveloppée, puis déposée ici. » Claire hocha la tête, mais garda ses réflexions pour elle. Le soin apporté au placement du corps, l'absence de blessure, ce n'était ni de la panique, ni un acte impulsif. C'était prémédité. Elle s'accroupit à l'endroit exact où le corps avait été découvert. Un carré de terre fraîchement retourné en marquait encore la trace. Elle essaya de reconstituer la chronologie. Le tueur avait transporté ou traîné le corps de Jenna jusqu'ici, probablement après l'avoir gardé ailleurs un certain temps. Rien n'indiquait qu'elle en était tuée sur place. Pas de sang, pas d'herbe écrasée, aucune branche pliée alentour. Claire scruta les arbres. Aucune trace de pneus. Le sentier le plus proche était à 10 minutes de marche. Quelqu'un s'était donné la peine de l'amener ici et de la déposer avec soin. L'autopsie confirma ce que la scène suggérait. Jenna était morte par asphyxie, spécifiquement par une pression prolongée sur le cou. Pas de fracture, aucune marque typique de strangulation, juste un écrasement profond des tissus mous correspondant à une suffocation. Les ecchymoses sur sa mâchoire indiquaient qu'un tissu avait probablement été utilisé, pressé contre sa bouche et son nez jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Aucune agression sexuelle,
Aucune blessure, aucun signe de lutte. Le rapport toxicologique était vierge. De retour à son bureau, Claire, manches retroussées et jambes croisées sous la table, sirotait un café refroidi. Elle avait consulté une liste d'anciens dossiers à la recherche d'indices ou d'une piste. Un cas l'arrêta net. Graham Weaver, 2008. SUV retrouvé abandonné dans une zone d'activité après les heures d'ouverture. Porte conducteur entr'ouverte, clé sur le contact, sac de course à l'arrière. Aucune trace de lutte. Les notes évoquaient une étrange familiarité. Claire sortit le dossier. La photo montrait un SUV argenté garé dans un coin isolé. Ses yeux captèrent les petits détails. Les courses toujours emballées, aucune trace sur les vitres, le véhicule propre. Les caméras de surveillance avoisinantes étaient hors service cette semaine-là. Aucun témoin, aucun ennemi connu. La femme de Graham avait signalé sa disparition après qu'il ne soit pas rentré d'une course de routine. Le dossier officiel parlait d'une disparition dans des circonstances suspectes, mais tout paraissait bâclé, comme si les enquêteurs avaient supposé que Graham avait simplement fui sa vie. Claire décrocha son téléphone et appela le laboratoire criminel régional. Elle demanda une comparaison. L'ADN masculin inconnu trouvé dans le véhicule de Jenna contre les traces relevées dans le SUV de Graham. Les résultats tombèrent 2 jours plus tard. Correspondance confirmée. Ce n'était pas une simple similarité, c'était exactement le même profil. Le même homme non identifié à 2 ans d'écart. 2 véhicules abandonnés, aucun témoin, aucune empreinte. Et maintenant, 2 victimes. Claire s'enfonça dans sa chaise, fixant la feuille de confirmation. Ce n'était pas le fruit du hasard. Ce soir-là, elle reprit le reste de sa liste. Son objectif n'était plus simplement de retrouver des affaires non résolues, mais d'identifier un schéma. Elle cherchait une constance dissimulée dans l'incohérence. La majorité des dossiers ne menaient nulle part. Trop brouillon, mal documenté. Cambriolage raté, disputes domestiques, données manquantes. Mais 2 cas la firent s'arrêter. Angela Meyers, retrouvée morte en 2007. Professeure des écoles, découverte dans sa baignoire par sa colocataire. Une courte note manuscrite avait été retrouvée à proximité. Des excuses griffonnées, une allusion vague au désespoir. L'écriture avait été attribuée à Angela. La note n'avait jamais été testée pour des empreintes. Aucune autopsie poussée, juste un banal test toxicologique. Claire récupéra les photos médico-légales. L'eau avait été évacuée à l'arrivée des policiers. Angela n'avait ni coupure, ni substance toxique dans le sang. Mais une fine marque d'ecchymose encerclait son cou, à peine visible sous ses cheveux, écartée dans le rapport comme une pression exercée par le bord de la baignoire. Claire agrandit l'image. L'ecchymose était uniforme, horizontale, nette. Ce n'était pas causé par la porcelaine. Cela venait d'un tissu ou d'une corde. La cause du décès n'avait jamais été officiellement listée comme un suicide. Le rapport mentionnait « non criminel », une formule qui referme un dossier en douceur lorsqu'on manque de preuves. Elle ajouta la photo d'Angela au tableau. Puis elle consulta un autre dossier. Lucas, 33 ans, agent d'entretien dans un collège privé. La piscine était fermée pour réparation hivernale. D'après les rapports, Lucas avait un badge et travaillait parfois tard, seul. On l'avait retrouvé face contre l'eau dans le grand bassin, découvert par le personnel d'entretien au petit matin. L'autopsie conclut à une noyade. Taux d'alcoolémie, 0. Légères ecchymoses au bras, possiblement dues à un choc contre le rebord de la piscine selon le médecin légiste. Mais un détail clochait. Le portail de la piscine était verrouillé de l'extérieur. La mort fut classée accidentelle. Aucune enquête complémentaire. Claire fixa la photo de la piscine à côté de celle d'Angela et de Graham. 4 victimes à présent, 4 années consécutives. 4 villes, 4 professions différentes, des circonstances distinctes. Et pourtant, la constance résidait dans les incohérences. Scène propre, mort silencieuse, aucune blessure de défense, aucun suspect clair, aucune arme retrouvée, pas d'escalade, pas de chaos. À l'aube, Claire se renversa dans sa chaise, les tempes douloureuses. Elle contempla les 4 visages devant elle, cherchant un lien qui ne serait pas purement circonstanciel. Ils ne travaillaient pas ensemble, ne vivaient pas dans la même ville. Aucun n'avait de casier judiciaire ni d'antécédents violents. Pensez-vous que toutes les victimes aient été ciblées par la même personne? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Quel est le lien entre elles?
Et Claire attrapera-t-elle le tueur pour rendre justice aux victimes? Cliquez sur «J'aime» pour soutenir notre enquête et restez avec nous pour la suite. Indiquez aussi depuis quelle ville vous nous suivez aujourd'hui. La maison était silencieuse lorsque Claire arriva. Daniel Marsh ouvrit la porte avec des yeux rouges et une barbe mal rasée. La tension dans sa mâchoire, le vide derrière son regard, disaient à Claire qu'une partie de lui s'était déjà éteinte. Elle entra, lui adressa un salut poli et retira son manteau. «Nous l'avons retrouvé», dit Claire d'une voix douce, dépouillé de toute fioriture. Daniel ne répondit pas immédiatement. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Sa respiration ralentit comme s'il attendait la suite. «Je suis désolé», ajouta-t-elle. Il se détourna et s'assit sur le bord du canapé. Ses mains tremblaient lorsqu'il couvrit sa bouche. Le silence qui suivit rendit la pièce plus étroite encore. Seul le tic-tac d'une horloge murale au-dessus de la cheminée brisait l'air figé. Claire proposa de rester quelques instants, juste le temps nécessaire. Le temps que la nouvelle s'ancre avant de devenir réalité. Elle ne força rien. Elle n'expliqua pas les détails. Cela viendrait plus tard. Elle jeta un œil autour de la pièce. Des photos encadrées ornèrent la cheminée. Vacances en famille, portraits boys scolaires, voyage à la plage avec les enfants. Jenna souriait sous un chapeau de paille. Claire se leva et s'approcha d'un plaid négligemment posé sur la coudoir du canapé. Elle commença à le plier pour s'occuper les mains. C'est alors qu'elle le vit. Un cadre photo posé face contre la table, dissimulé derrière deux bougies décoratives. Elle le souleva avec précaution. C'était une photo de réunion d'anciens élèves. Tirage brillant, un peu gondolé par l'humidité des années. En bas figurait la légende. Jefferson High School, réunion de la promotion 1996, tenue en juin 2006. Il y avait 19 personnes sur la photo, disposées en 3 rangées sur les marches d'une cour d'hôtel. Les sourires étaient en large. Les yeux de Claire parcoururent la rangée du bas, et là, près du centre, se trouvait Jenna, assise les mains posées sur les genoux, les jambes croisées à la cheville. Un doux sourire, une épaule légèrement tournée vers la femme à côté d'elle. Elle continua à observer. Deuxième rangée, rangée du fond. Graham Weaver, Angela Myers, Luca Hancock. Ils étaient tous là. Même photo, même jour, même classe. Claire sentit un frisson silencieux lui parcourir l'échine. Elle s'agenouilla et sortit son téléphone de la poche de son manteau. Prit une photo en haute résolution, puis l'envoya à son bureau avec une note rapide. Reconnaissance faciale, comparée avec les victimes connues. Derrière elle, Daniel parla enfin. C'était pour sa réunion d'anciens élèves. Elle n'avait pas vraiment envie d'y aller, dit-il, la voix éraillée. Elle disait qu'elle détestait les bavardages, mais une amie l'a convaincue. Claire tourna la tête. Quelle amie? Il se frotta le visage. Angela. Elle n'est plus là non plus. Accident de voiture ou quelque chose comme ça, il y a quelques années. Je ne me souviens plus très bien. Claire acquiesça lentement. Est-ce que ça vous dérange si je garde la photo quelque temps? Il fit un vague geste. Prenez ce que vous voulez. Elle la glissa dans un dossier de sa sacoche. De retour au poste, Claire ouvrit la photo sur son ordinateur. En moins de 20 minutes, le système départemental avait confirmé l'identité des 4 victimes précédentes. Jenna, Graham, Angela, Luca. Claire vérifia une nouvelle fois la date de la réunion. Juin 2006. Les 4 victimes étaient mortes après cette année. La première en 2007, la plus récente, Jenna, la semaine dernière. 4 ans, 4 meurtres, un motif. Il était temps de se tourner vers le passé. Le bâtiment était calme, moqueté, et embaumait le désodorisant à la lavande. Claire marchait lentement dans le couloir, passant devant des portes ouvertes où des résidents âgés regardaient la télévision ou somnolaient sous des couvertures. Le personnel avait été poli et une infirmière lui avait indiqué le 2e étage. Chambre 217, Madame Eleanor Langley. Claire frappa doucement avant d'entrer. Un fauteuil usé faisait face à la fenêtre, où une femme grande à la chevelure blanche bouclée était assise, une couverture sur les genoux. « Vous devez être la détective », dit Langley sans se retourner. Sa voix restait forte, posée, mais élégante. « En effet », répondit Claire. « Détective Claire Nolan. » Langley sourit et désigna le 2e fauteuil. « Asseyez-vous. Dites-moi ce qui vous amène. » Claire s'assit et ouvrit son dossier. Elle ne donna pas encore de détails.
À la place, elle sortit la photo de la réunion, celle qu'elle avait prise chez les Marches, et la posa délicatement sur le plateau. L'Anglais se pencha en avant pour ajuster ses lunettes. Son visage changea lentement, une lueur de reconnaissance adoucissant ses traits. Cette classe, murmura-t-elle. Jefferson High, promotion 96. Vous leur avez enseigné la littérature anglaise. Ils étaient maintes et brillants, vifs, mais aussi espiègles. Claire l'observait attentivement. Que voulez-vous dire? L'Anglais haussa légèrement les épaules. Ils n'étaient artés que des adolescents, mais ce groupe avait une hiérarchie, un cercle très fermé. Claire désigna la rangée du bas. Vous vous souvenez de certains? L'Anglais prit son temps. Voilà Jenna, Engela, Lucas. Oui. Et Graham. Je reconnaîtrais ce sourire entre mille. Charismatique et bruyant. Il faisait rire tout le monde, surtout aux dépens des autres. Claire laissa planer le silence. Elle ne l'interrompit pas. Au bout d'un moment, l'Anglais tapota la photo du doigt, près du bord. Mais il en manque un. Claire se redressa. Qui? La voix de l'Anglais s'adoucit. Ellie Corning. Claire ouvrit son carnet. Pourquoi n'était-il pas sur la photo? L'Anglais croisa les mains. Parce que personne ne l'aurait invité. Ellie était différent. Il bégayait, portait des vêtements usés, restait toujours à l'écart. Il marchait dans les couloirs comme s'il essayait de ne pas prendre de place. Claire l'observa attentivement. Harcelé? L'Anglais ne répondit pas tout de suite. Oui, dit-elle enfin. Mais pas de manière qu'on puisse sanctionner. Des moqueries, de l'exclusion, des blagues, rien qui laisse des bleus. Claire prit des notes. Il avait des amis proches? Aucun. Il mangeait seul. Il marchait seul. Et quand il essayait de parler, il riait. Alors il a fini par se taire. La voix de l'Anglais était plus ferme. Je l'ai vu une fois aux répétitions de la remise des diplômes. Ensuite, il a disparu. De retour au bureau, Claire entra le nom dans la base de données du département. Elijah Thomas Corning. Aucun casier judiciaire, aucune licence, pas d'inscription électorale. Dernière trace, inscription à un community college en 2002. Puis plus rien. Elle étendit sa recherche. Aucun emploi récent, aucune hypothèque, aucun formulaire de changement d'adresse, aucun compte sur les réseaux sociaux, rien. Elle consulta les archives de la DMV. Dernier véhicule enregistré à son nom. Un pick-up Chevy de 1994 mis à la casse en 1903. La piste s'arrêtait net, comme s'il avait disparu à l'entrée dans l'âge adulte. Puis elle consulta les rapports de police. Et là, elle le vit. Juin 1996. Un appel depuis la résidence des Weaver. Tentative de suicide. Les agents l'avaient nommé trouvé Ellie inconscient. Il s'était enfermé dans la grange familiale et avait attaché une ceinture aux poutres. Son père l'avait découvert. Aucune poursuite engagée. Claire contacta le département de la santé et des services sociaux. L'assistante sociale la rappela le lendemain. Ellie avait été placée en observation psychiatrique à l'âge de 17 ans pendant 3 jours. Le dossier mentionnait une dépression aiguë, anxiété sociale et sentiment persistant d'humiliation et d'exclusion. Il avait bien réagi à la thérapie. Le dossier était classé dans un vieux carton étiqueté « Corning Thomas, décédé ». Claire avait failli passer à côté. La plupart des registres de décès locaux avaient été numérisés, mais tout ce qui datait d'avant 2005 nécessitait encore une recherche manuelle. Dans le dossier, il y avait des documents de succession et une simple copie d'un avis de décès publié dans le Winthrop County Gazette en mars 2007. Thomas Weaver, mari, père et électricien retraité, est décédé dans son sommeil à l'âge de 62 ans, laissé dans le deuil 2 fils, Ellie et Adam Weaver. Claire fixa le nom. Personne n'avait mentionné un frère. Elle prit la copie et retourna à son bureau, où l'équipe commença à creuser. Archives de la DMV, base de données foncières, syndicat professionnel. Adam Weaver, 28 ans, mécanicien automobile agréé, actuellement employé dans un garage en périphérie de Denton, une petite ville à 1h30 à l'ouest. Casier vierge, logement stable, célibataire, sans enfant, aucun antécédent social ou criminel. Elle passa l'appel elle-même, se présentant comme une détective enquêtant sur une disparition liée à son frère. Adam hésita au début, mais accepta de la rencontrer le lendemain matin. Claire arriva en avance et prit une table avec vue sur le parking. Adam entra 5 minutes après l'heure.
Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux bruns attachés en une queue de cheval basse. Ses paumes portaient les traces d'années passées sous un capot. Mais ses yeux, c'étaient eux qui en disaient le plus, sombres et inquiets. «Détective Nolan?» demanda-t-il. Claire se leva pour le saluer. «Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, Adam.» Il s'assit en face d'elle, les bras croisés fermement sur la table. «Alors, vous avez dit que ça concernait Ellie?» Elle hocha la tête. «Oui, je sais que cela peut sembler inattendu, mais je pense que votre frère pourrait être lié à une enquête en cours.» Son visage resta presque impassible, à peine un tressaillement au coin de la bouche. «Ellie ne fait plus partie de la vie de personne depuis longtemps», répondit Adam. «Pouvez-vous me dire quand vous l'avez vue pour la dernière fois?» «Depuis 2007, juste après la mort de notre père.» Claire sortit son carnet. «Vous étiez proche quand vous étiez enfant?» Adam haussa les épaules. «Assez, je suppose. On n'était pas jumeaux, mais oui. Quand on était petit, je l'admirais. Ellie était bizarre, mais gentil. Il n'avait pas d'amis, mais il adorait lire et construire des trucs.» Il s'arrêta, se frotta la nuque. Papa, c'était tout pour lui. Il le défendait toujours quand les autres enfants étaient d'un cruel. Il lui disait qu'il était juste différent, spécial. Claire laissa le silence s'installer, permettant à Adam de le remplir. Après la mort de maman, papa est devenu un peu les deux parents, surtout pour Ellie. Il l'emmenait pêcher, essayait de l'inscrire à des cours du soir. Mais quand papa est mort, je ne sais pas, quelque chose s'est brisé. Qu'est-ce qui a changé? La voix d'Adam se fit plus basse. Il ne descendait plus. Il s'était enfermé dans le grenier pendant des jours, ne mangeait que si je lui laissais un plateau devant la porte. Je le suppliais de sortir. Il refusait. Un jour, je suis rentré et tout le grenier était couvert de vieilles photos et d'annuaires du lycée. Des trucs du passé. Il vous en parlait? Il ne parlait plus du tout. Il fixait juste tout ça, comme s'il essayait de tout mémoriser. J'ai essayé de l'aider au début, mais finalement, je suis parti. J'étais obligé. Claire l'observa attentivement. Vous pensez qu'Ellie aurait pu faire du mal à quelqu'un? Adam secoua lentement la tête. Je ne sais pas. Il n'a jamais été violent, même enfant. Mais je sais ce que ça fait d'être seul aussi longtemps. Vous avez une idée d'où il aurait pu aller? Adam inspira profondément. Aucune idée, mais j'espère vraiment qu'il va bien. Claire partit après avoir enregistré la déposition d'Adam. La chronologie correspondait. Ellie avait disparu après la mort de leur père. La première victime était morte quelques mois plus tard. Ce soir-là, Claire était seule à son bureau, fouillant dans les archives foncières de la famille Corning. Un terrain attira son attention. Une vieille parcelle de ferme à l'abandon, à la périphérie de Denton, toujours enregistrée au nom de Thomas Corning. Cela valait la peine d'y jeter un œil. Elle se dirigea vers la ferme. La route n'en était plus vraiment une, plutôt un chemin tracé autrefois par des roues de tracteurs et depuis avalé par le temps. Des arbres nus l'entouraient, leurs branches tendues vers le ciel comme des mains désespérées. La boue éclaboussait les ailes du SUV tandis que Claire avançait lentement. À ses côtés, son partenaire Hayes conduisait en silence. À l'arrière, deux officiers scrutaient les bois, les mains posées sur leurs holsters. Au bout du chemin, les arbres s'écartèrent, dévoilant une clairière noyée dans le brouillard. Et là, elle apparut. La grange était grande mais affaissée, une carcasse creuse de ce qui avait autrefois été une ferme en activité. La peinture s'était fanée en gris et le toit s'était partiellement effondré du côté sud. Un silo rouillé penchait à côté, sa paroi rongée par la corrosion. Dans ce silence, l'endroit ressemblait davantage à une tombe qu'à un bâtiment. Claire sortit la première, lampe torche en main, arme dégainée. Les autres la suivirent en formation, leurs bottes écrasaient les feuilles mortes et l'herbe sèche alors qu'ils approchaient des portes de la grange. L'une d'elles pendant de travers sur ses gonds. Elle leva la main. À mon signal. Ils ouvrirent la porte. À l'intérieur, l'odeur de moisissure et de déjection de rongeurs s'imposa immédiatement. La poussière flottait dans l'air comme une entité vivante. Les poutres de soutien craquaient doucement sous la brise, filtrant par les lattes brisées. Une brouette rouillée gisait renversée près de l'entrée. Du foin pourri jonchait le sol. À première vue, la grange semblait abandonnée. Mais Claire n'était pas là pour les apparences. Elle avança prudemment, balayant les murs et le sol avec sa lampe. Dispersez-vous, cherchez des pièces au fond ou des trappes. Ace appela depuis l'extrémité. Ici,
Au fond, ils se regroupèrent devant une porte étroite, dissimulée derrière un rideau de toile de jute déchiré. À l'intérieur, une pièce de stockage, plus petite, plus sombre, plus intime, le genre d'endroit où quelqu'un pourrait aller pour ne pas être trouvé. Claire entra la première, le cœur lourd. La pièce racontait une histoire. Dans un coin, un matelas taché reposait sur des caisses. Le tissu affaissé en son centre. Des couvertures usées étaient éparpillées autour, ainsi qu'un vieux sweat à capuche effiloché et des bouteilles d'eau vides. Claire s'agenouilla et toucha le matelas. Il était encore souple, récemment utilisé. À côté, des gamelles pour chiens, l'une contenant encore quelques miettes de croquettes. Un collier en nylon mâchouillé reposait non loin, rose délavé, le fermoir rouillé. Ace s'accroupit près d'un tas de literies déchirées. Des signes d'occupation récente. Claire se dirigea vers une table bancale en bois, éclairée partiellement par un rayon de soleil filtrant par un trou dans le toit. La table était jonchée d'objets, disposés avec soin, presque religieusement. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Des coupures de journaux étaient là pressées sous des vitres brisées. Les 4 victimes y figuraient, leurs titres imprimés et datés. Conseillère prometteuse retrouvée morte près du ruisseau. Un homme local disparaît de son véhicule sans laisser de traces. Entraîneur de lycée retrouvé noyé. Pas de preuve de crime. Ancienne major de promotion meurt dans un suicide tragique. Chaque article était annoté au stylo rouge. Des passages soulignés, encerclés, des griffonnages de rage. L'un des articles avait le mot « menteur » inscrit à plusieurs reprises le long des marges. Sous les articles, des photos. Certaines floues, d'autres effroyablement nettes. Toutes prises à distance. Angela fermant sa boutique. Graham courant dans un parc. Lucas assis sur un banc, casque sur les oreilles. Jenna chargeant ses courses dans son coffre. Niveau surveillance. De la traque. Puis Claire le vit. Un journal en cuir posé en haut de la pile, telle une pierre angulaire. Elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée, presque frénétique. Certaines lisibles, décousues mais cohérentes. D'autres pages n'étaient qu'une répétition de noms, encore et encore, l'encre traversant le papier. À la fin de chaque paragraphe, un mot revenait toujours. « Souviens-toi ». Et puis elle le vit. Un annuaire, coin déchiré, reliure fendue, ouvert délibérément sur une double page. Les portraits de terminale de la promotion 1996 du lycée Jefferson. 5 visages étaient encerclés. Jenna Marsh, Graham Weaver, Angela Myers, Lucas Hancock. Les 4 noms étaient violemment raturés. Il n'en restait qu'un. Dan Walker. Claire se redressa. Il n'a pas fini. Hayes attrapait déjà sa radio. Il nous faut un visuel sur Diane Walker. Immédiatement. Claire remonta dans le SUV, l'urgence brillant dans ses yeux. Sortez son dossier. Trouvez son adresse. Un des officiers tapa sur l'ordinateur de bord. Diane Walker, domiciliée sur Beechwood Drive. Mariée, 2 enfants. Claire composa le numéro. 2 sonneries, puis une voix masculine. Monsieur Walker, ici le détective Claire Nolan. Votre épouse est-elle à la maison? Non, répondit l'homme, essoufflé. Elle vient de partir au magasin, il y a peut-être 23 minutes. Claire serra le volant. Quel magasin? Le Riley's, sur East Bellevue. Hayes n'attendit pas la confirmation. Il enfonça la pédale d'accélérateur, les pneus crachant du gravier tandis qu'il dévalait la piste. La voix de Claire s'adoucit. Nous n'avons plus de temps. À première vue, la scène semblait banale. Un parking à moitié vide, une berline en marche dans un coin, la portière conducteur grande ouverte. Personne à l'intérieur. Une barquette d'œufs fêlée sur le sol, un œuf encore intact, un gallon de lait renversé, un mince filet blanc s'écoulant vers la grille d'évacuation. La voiture de patrouille de Claire freina brusquement à côté, gyrophares allumés. Elle sauta hors du véhicule avant qu'il ne soit complètement à l'arrêt. « Bouchez l'accès! Scannez la zone !» ordonna-t-elle en enjambant les courses tombées. Un portefeuille gisait à côté d'un petit trousseau de clés, partiellement dissimulé sous un sac plastique empli de conserves. Diane Walker avait disparu. Le caissier, pâle et nerveux, fut emmené à l'intérieur pour être interrogé. « Elle est arrivée il y a 22 minutes, dit-il. Elle n'a acheté que quelques articles. » Elle souriait. Tout avait l'air normal.
Elle a payé en espèces. Et elle est partie quand? Peut-être 5 minutes avant votre arrivée. Les yeux de Claire se plissèrent. Elle semblait pressée. Elle regardait derrière elle. Le caissier hésita. Non, tout était normal. Les unités quadrillèrent immédiatement les environs dans un rayon de 50 mètres. Rues adjacentes, quais de livraison, ruelles. Claire ordonna de récupérer toutes les vidéos à proximité. C'est une image floue provenant du magasin de spiritueux d'à côté qui leur donna ce qu'ils cherchaient. Sur l'écran, Diane sortait de la porte de derrière du commerce, un sac à chaque main. Une silhouette déboula de l'ombre sans un bruit. Diane tourna la tête trop tard, avant qu'un homme ne la saisisse, lui couvrant la bouche et la traînant vers l'arrière. Un des sacs tomba, puis ils disparurent du cadre. Bientôt, une berline noire fit son apparition, glissant silencieusement dans le champ. Les plaques s'étaient masquées par la saleté. Claire visionna la séquence 3 fois. « Stop là, dit-elle. Zoom sur l'aile arrière, c'est boss. Comparez cette forme avec les véhicules de l'État hors service. » 1 heure plus tard, la pièce du puzzle était en place. La voiture était une Buick Le Sabre 1994. Les registres de la DMV indiquaient qu'elle avait appartenu autrefois à Thomas Corning, le père d'Ellie et d'Adam. Elle n'avait jamais été officiellement vendue ni mise à la casse. Claire sentit un nœud se former dans son estomac. Ils lancèrent un appel à tous postes de la région sur ce véhicule. Une caméra de station-service rurale, 2 villes au nord, confirma son itinéraire. Un corridor étroit de forêt longeant des réserves de chasse non exploitées. Lors de la fouille, un terrain privé remonta dans les bases. Aucune bâtisse déclarée, mais des images aériennes montraient un petit abri adossé à une voie de desserte. « Un cabanon de stockage », murmura Hayes. Claire secoua la tête. « C'est là qu'il l'emmène. » Elle réagit immédiatement, distribuant les ordres. « Soit en position, préparation à l'assaut. » Il passe à l'acte. « On y va maintenant. » Ils arrivèrent sur place 20 minutes plus tard. La Buick, garée de travers devant l'abri, avait l'une de ses portières arrière entr'ouvertes. L'équipe SWAT se déploya rapidement et encercla l'entrée. Claire resta derrière l'équipe d'assaut, le cœur battant. Hayes donna le signal. 2 officiers contournèrent l'abri par l'arrière. Claire acquiesça, la porte s'ouvrit dans un grincement. L'intérieur était suffocant, l'air humide, chargé de poussière et d'émanations stagnantes. Le sol en béton craquait sous ses bottes, tandis qu'elle pénétrait dans la pièce. Sa lampe torche balaya l'espace. Une table brisée, des cordes effilochées pendues à un crochet, des empreintes de bottes dans la poussière. Puis elle entendit une voix, basse et contrôlée, pas de panique, plutôt un murmure tranchant. « Vous l'avez brisé. Il était gentil, simple, et vous lui avez tout volé. » Claire fit signe à l'équipe de tenir. Elle s'avança seule, arme au poing, mais le geste resta mesuré. Derrière un mur partiel près du poêle, elle les aperçut. Diane Walker, ligotée à une chaise métallique rouillée, poignets et chevilles entravées, la bouche bâillonnée, les yeux gonflés de larmes. En face d'elle, un homme tenait un petit couteau de chasse. Adam Corning. Il n'était plus le mécanicien réservé rencontré au dîner. Ses traits étaient durs, consumés par la haine. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une tension contenue. « Vous vous souvenez de la semaine du bal de promo ?» cracha Adam fixant Diane. « Vous l'avez traîné sur scène. Vous lui avez arraché ses vêtements. Traité de monstre. » Diane secoua la tête, des sons étouffés franchissant le ruban adhésif. Elle ne nia pas. Adam leva les yeux vers Claire. « Ils l'ont appelé bâtard. Je l'ai vu rentrer, le nez en sang, la lèvre fendue. Il s'est enfermé dans le grenier 3 jours durant. » « Calme, Claire déclara. « Adam, arrête. Ça a suffi. On est là maintenant. Plus personne ne se moque. » Adam ne bougea pas. « Vous savez ce que j'ai pensé ?» Il désigna Diane. « Si je leur montrais exactement ce que ça fait, peut-être qu'ils s'en souviendraient. » Sa main se dirigea vers la lame. Claire ne tarda pas. Elle tira. Le coup de feu déchira l'air confiné. La balle traversa la cuisse d'Adam, qui s'effondra en criant. Le couteau cliqueta contre le sol. Claire se précipita, désarma Adam, l'éloigna du couteau. Derrière elle, l'équipe SWAT fit irruption. Diane s'effondra en sanglots lorsque l'on retira son bâillon. Ses premiers mots, confus et tremblants. « Je ne savais pas. J'étais juste une gamine. Je ne pensais pas. »
Adam, étendu à terre, serrait sa cuisse ensanglantée, les yeux vitreux. Mais Claire ne le regardait plus. Elle scruta le coin le plus sombre de la pièce. Un léger bruit attira son attention. Derrière un rideau de bâche pendu, quelque chose bougeait. Elle écartela l'étoile. Là, recroquevillé sous une pile de couvertures et de caisses, un homme l'observait. Les cheveux en broussailles, le visage émacié, mais des yeux d'une vie sauvage. Élie. Claire murmura, presque pour elle-même. Élie,